Certains endroits reçoivent plus de précipitations que d'autres. Certaines régions sont plus chaudes, plus froides ou plus venteuses. Mais il existe aussi des régions plus propices aux observations d'OVNI. Les conditions météorologiques extrêmes qui affectent certaines régions du monde peuvent aujourd'hui être expliquées grâce au progrès de la science dans ce domaine. Mais qu'en est-il des épicentres d'observation d'OVNI? Si les OVNI existent, une nouvelle théorie pourrait expliquer les conditions qui engendrent une prépondérance de manifestations à un endroit précis. Un de ces éléments pourrait venir de la Terre elle-même. Il se peut que la Terre libère d'énormes quantités d'énergie par paquet. Et les extraterrestres savent peut-être comment s'en servir. Ça pourrait expliquer l'existence de ces épicentres ainsi que les causes d'un surplus d'observation d'OVNI dans certaines régions. Des chercheurs réputés ont avancé qu'il existait des lignes de force qui formaient une sorte de grille autour du globe terrestre. C'est une grille terrestre formée d'une certaine énergie tellurique. Qu'elle soit magnétique ou électrique, elle attire les ovnis. À l'emplacement des lignes de force et de la grille terrestre, et tout particulièrement au point où ces lignes se croisent, on trouve ce qu'on appelle des vortex. Les bois sombres et sinistres de la vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, ont inspiré les légendes du cavalier sans tête et de Rip Van Winkle. Le mystère qui les entoure est toujours aussi présent de nos jours, mais une composante extraterrestre vient s'y ajouter. Le 25 juin 1962, des boules de lumière sont aperçues dans le ciel d'Ossining, causant une panne des véhicules qu'elles survolent. Le 15 juin 1963, un immense vaisseau passe silencieusement au-dessus de Newburgh. Le 31 décembre 1981, on assiste à la naissance du plus mystérieux vortex de tous les temps, lorsque des milliers de personnes signalent la présence d'un objet très étrange dans le ciel. Tout commence lorsqu'un policier à la retraite, habitant à Kent, dans l'État de New York, sort prendre l'air dans son jardin. Un amas de lumière rouge, verte et blanche attire son attention. Il se dit qu'il s'agit d'hélicoptères volant en formation et remarque qu'ils viennent du sud et se dirigent vers lui. Tandis que les lumières se rapprochent, il est étonné de constater qu'il ne s'agit pas d'hélicoptères, mais d'un immense vaisseau en forme de V avec des lumières colorées sur les côtés qui survolent sa maison. Et lorsqu'il passe au-dessus de lui, celui-ci émet un bourdonnement. Au cours des 5 années suivantes, cet objet se manifeste régulièrement dans la région. Le 24 mars 1983, des centaines de personnes aperçoivent un gigantesque boomerang équipé de 18 lumières et avançant lentement parallèlement à l'autoroute de Taconic. Les témoins qui sortent de leur voiture pour mieux voir le vaisseau remarquent tous la même chose. Lorsqu'il passe au-dessus d'eux, l'appareil émet un bourdonnement qui ne ressemble au bruit d'aucun engin volant connu. Le standard de la police de Peekskill et de Yorktown est submergé d'appels au sujet d'un gigantesque vaisseau en forme de V survolant lentement la région. On le signalera régulièrement pendant les 5 années suivantes. À la fin de cette période, en 1986, plus de 5000 témoignages concernant l'étrange vaisseau ont été enregistrés. Quelle pourrait bien être l'origine de ce type d'activité dans la vallée de l'Hudson ou dans les autres épicentres d'observation d'OVNI? Une des hypothèses pour répondre à ces questions se base sur le fonctionnement même de la Terre. Le noyau de la Terre génère une énorme quantité d'électricité. Les irrégularités dans la croûte terrestre font que certaines régions sont susceptibles de libérer de plus grandes quantités d'énergie. On a avancé l'hypothèse que certains monuments antiques ont été érigés sur ces zones sensibles, et qu'en les reliant à l'aide de lignes droites, appelées lignes de force, on pouvait établir une grille terrestre. Avant d'aller enquêter dans la vallée de l'Hudson, à Stonehenge et à Sedona, l'équipe visite le laboratoire de l'expérimentateur John Tyndall. Il va tenter de démontrer comment l'énorme quantité d'énergie générée par le noyau terrestre en fusion peut émerger à la surface de notre planète à certains endroits spécifiques qu'on pourrait appeler des vortex.
La Terre est comparable à une dynamo géante. Elle produit de l'électricité à l'intérieur et la résistance électrique varie d'un endroit à l'autre de la croûte terrestre. On peut donc imaginer qu'à différents points autour de la croûte terrestre, il existe des endroits qui, du fait d'une plus grande concentration de différents effets et éléments, s'avèrent être d'excellents conducteurs. En théorie, ils pourraient se trouver sur les points de la grille indiquant les vortex. John place des ampoules électriques représentant Sedona, Stonehenge et la vallée de l'Hudson sur le globe métallique. Les ampoules ne sont pas reliées par des fils électriques. Elles sont simplement fixées au globe. Ceci représente les épicentres où se rencontrent certaines lignes de force. Tandis que John simule l'énergie générée par le mouvement du métal en fusion dans le noyau terrestre, les arcs électriques sont déviés vers les ampoules. De l'énergie tellurique émane-t-elle de vortex situés à des endroits spécifiques de la croûte terrestre? Et cela attire-t-il des ovnis? En plus de recevoir du courant électrique, est-ce que les sondes l'attirent de manière active? Elles sont reliées à la cage et le courant se dirige de lui-même vers les sondes. Certaines régions exercent une plus grande attraction, tout comme certaines zones de la croûte terrestre sont de meilleures conductrices d'électricité. Le résultat, c'est qu'on obtient des champs magnétiques plus puissants. Afin d'enquêter sur les caractéristiques communes que partagent les épicentres d'observation d'OVNI, l'équipe commence son périple dans la vallée de l'Hudson. Nous sommes dans la vallée de l'Hudson dans le but d'enquêter sur la grille des forces terrestres. La vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, est l'un des endroits où les lignes d'énergie tellurique se rencontrent et forment un vortex. Des milliers de témoins ont encore en mémoire les événements passés. La théorie qui suggère l'existence d'une grille terrestre pourrait fournir des indices qui permettraient de découvrir pourquoi cette zone est un vortex. Selon la théorie, les vortex auraient en commun 4 caractéristiques principales. Premièrement, la région est considérée comme étant sacrée ou bénie, et on y trouve souvent des monuments antiques ou des temples. Deuxièmement, on détecte un champ énergétique dans les environs qui se distingue du champ environnant. Troisièmement, on y rapporte régulièrement et de façon continue des observations d'OVNI ou d'autres expériences anormales. Et quatrièmement, on trouve toujours une base militaire à proximité. Pine Bush se trouve à environ 100 km au nord de New York. Bruce Cornett, docteur en géologie, se consacre à la photographie et à la documentation d'un étrange vaisseau qui survole cette région depuis plus de 16 ans. Les recherches du docteur Cornett l'ont mené à croire que le point central de ce phénomène serait le cimetière de Bess Hillel, situé sur l'autoroute 52, à approximativement 5,5 km au sud-est de Pine Bush. La zone semble générer des impulsions magnétiques si intenses qu'elles perturbent les instruments aéronautiques. Ce site peut-il être qualifié de vortex? Serait-il responsable des événements anormaux dans la région? C'est dans cette région que tout a commencé en 1992. J'ai découvert qu'il s'agissait d'une zone intéressante, juste à côté de chez moi. Comment en êtes-vous venu à associer les observations d'augmentation, ou plutôt d'écart d'émanation magnétique, aux observations d'OVNI? Voici une carte que j'ai établie à partir de 1800 stations de données et qui indique la géologie de la région. Si vous regardez bien, vous allez voir au centre une quantité d'anomalies ovales. Oui, je vois. Et lorsqu'on reporte les activités anormales qui se sont produites dans la vallée à l'aide de ces cercles jaunes numérotés, on voit qu'elles correspondent à ces anomalies magnétiques. Le graphique semble démontrer une corrélation directe entre les zones hautement magnétiques et l'apparition de lumière ou d'objets étranges dans le ciel, y compris les nombreuses observations signalées entre 1981 et 1986. Cela signifie que 2 des critères définissant les épicentres sont remplis. Premièrement, la zone possède un champ magnétique anormalement élevé. Deuxièmement, son histoire regorge de phénomènes inexpliqués. J'ai été témoin de plus de 120 observations uniquement dans cette vallée. J'ai photographié et parfois même filmé plusieurs de ces événements. Cette extraordinaire image à temps de pause prolongée montre un objet que l'on perçoit comme une ligne lumineuse. Mais le plus intrigant,
c'est le champ lumineux en forme d'entonnoir que semble traverser le vaisseau. On soupçonne depuis longtemps que les ovnis peuvent parcourir de grandes distances en créant des trous de verre. Cela exigerait une énorme quantité d'énergie. On est donc en droit de se demander si les vaisseaux extraterrestres fréquentent certains de ces endroits afin de puiser dans leur champ énergétique. Cette photo pourrait-elle être la première preuve montrant un ovni en train de recevoir de l'énergie d'un vortex terrestre? L'équipe se trouve à Pine Bush, dans l'État de New York, afin d'évaluer si l'endroit répond aux critères définissant les vortex d'ovnis. En tant que scientifique, mon but était simplement de documenter ce qui se produit ici. Le 28 avril 1993, le docteur Cornett installe un appareil photo et prend cette photo à temps de pause prolongée. De prime abord, on pourrait croire qu'il s'agit des lumières d'un avion traversant l'image. Mais le docteur Cornett pense qu'il s'agit d'autre chose, quelque chose venu d'un autre monde. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce ne sont pas des avions? Quand on observe un avion, les lumières suivent une trajectoire quasi linéaire. Il n'y a pas de mouvement au niveau des lumières, pas de changement brusque de direction. La trajectoire est relativement prévisible. Or, sur ces clichés, j'ai remarqué quelque chose de très inhabituel. Les lumières ne se déplacent pas en ligne droite, elles décrivent des boucles. Lorsqu'on prend une photo à pose longue, l'obturateur reste ouvert plus longtemps. Une lumière en mouvement apparaîtra sur la pellicule comme un trait lumineux, tandis qu'une lumière qui clignote et se déplace sera représentée par une série de points. Sur cette photo, la source de lumière effectue de petits cercles concentriques, une manœuvre impossible à exécuter pour un avion typique. Serait-ce un ovni? Grâce à sa formation scientifique, Cornett a méticuleusement documenté chaque observation en notant l'heure, l'endroit, la durée, la distance et l'altitude de celle-ci. Ces photos extraordinaires nous montrent des lumières se déplaçant à trop basse altitude pour être celles d'un avion conventionnel. Elles exécutent des acrobaties impossibles, se déplacent à travers des champs énergétiques et semblent apparaître et disparaître successivement. Lorsque j'ai montré ces photos, on m'a accusé d'avoir secoué l'appareil photo. Mais la vérité, c'est que l'appareil photo se trouvait sur un trépied stable et qu'il est doté d'un déclencheur d'obturateur électronique. L'appareil photo n'a donc subi aucune vibration. On peut donc affirmer que les mouvements ou les rotations que l'on observe proviennent bien de la source lumineuse. Cornett utilise un appareil photo Minolta XGM à moteur, doté d'un déclencheur d'obturateur électronique et fixé sur un trépied. Une fois que l'appareil est installé, on n'y touche plus. En fonction de la nature de l'objet à photographier dans le ciel, la pellicule peut être exposée pendant une durée allant de 10 à 47 secondes. On a examiné toutes les photos de Bruce Cornett et celle-ci me semble particulièrement intéressante. On voit comme une brèche dans la trajectoire lumineuse du vaisseau qui était peut-être un ovni. Et la brèche pourrait bien être un vortex. Cette extraordinaire photo à temps de pause prolongée prise le 28 avril 1993 représente un objet éclairé sous la forme d'un trait lumineux. Bien qu'il soit difficile d'évaluer la taille et la vitesse à laquelle se déplace un objet dans le ciel nocturne, le vaisseau semble avoir la taille d'un avion de chasse, se déplaçant relativement lentement, approximativement entre 50 et 70 km/h, ce qui est beaucoup plus lent que les avions conventionnels. Mais le plus intrigant, c'est l'étrange champ lumineux en forme d'entonnoir que le vaisseau semble créer ou traverser. Les experts estiment que cette photo déterminante a saisi sur le vif un ovni en train de se dissiper ou de disparaître sous l'effet d'un puissant champ énergétique au-dessus de Pine Bush. La présence d'anomalies énergétiques fait partie des 4 critères définissant les vortex d'ovnis. Le docteur Ted Ackworth et Bruce McCabe, physiciens optiques, vont procéder à l'analyse de la photo. L'appareil photo est stable. On voit clairement que l'objet ne se déplace pas en ligne droite. Le mouvement semble onduler. On dirait une oscillation soudaine à cet endroit. Quelque chose a dû se produire pour que la lumière s'étende pour ensuite se contracter à nouveau. Peut-être qu'il a dévié de sa trajectoire ou quelque chose du genre. Ensuite, il se rétracte, comme si quelque chose s'était produit, avant de continuer dans sa direction initiale. On aperçoit des petits points tout au long du trait. Si c'est une pulsation régulière, ça voudrait dire que l'objet se déplaçait à une vitesse quasi constante.
Ce qui m'intrigue plus particulièrement, c'est que ça ressemble à des résonances harmoniques amorties. Soit on voit quelque chose en mouvement devant l'appareil photo statique, soit c'est l'appareil photo qui se fait secouer. Des résonances harmoniques se produiraient si l'appareil vibrait. En le secouant, on parviendrait à créer une tache lumineuse dont la forme serait symétrique, ce qui ne s'applique pas dans le cas présent. Vous n'avez pas secoué l'appareil photo, n'est-ce pas? Non. Oui, c'était aussi ma première impression. Si on imagine que le champ visuel de l'appareil photo oscille de haut en bas pendant une courte période de temps, on obtiendrait une série de choses du genre. J'ignore comment on pourrait obtenir de multiples traits lumineux regroupés en lignes parallèles. On voit un ensemble de filaments qui décrivent des courbes semblables. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très inhabituel, voire même étrange. C'est étonnant. Quelque chose d'étrange s'est produit. Il n'existe aucun avion capable d'effectuer ce genre de manœuvre sans s'écraser. Selon les archives météorologiques, le temps n'avait rien d'anormal. Pas d'orage, pas d'éclair ou de pluie. On n'a signalé aucun avion de ligne ou militaire dans la région. De plus, on n'avait annoncé aucune comète ou météore visible dans cette zone. La photo de Cornet est indéniablement une des meilleures preuves scientifiques qu'on ait pu recueillir dans le cadre de nos recherches sur l'existence des vortex. L'étrange distorsion pourrait démontrer l'existence de manifestations énergétiques anormales, ce qui répond au premier critère d'identification d'un vortex. Le deuxième critère, à savoir une série d'observations et d'incidents anormaux, est également documenté par les nombreuses photographies de Bruce Cornet. La base aérienne de la garde nationale de Stewart, à Newburgh, dans l'État de New York, se trouve à 25 km de Pine Bush. Nous avons donc le troisième critère, c'est-à-dire la présence d'une base militaire à proximité. Le dernier critère stipule que la région est considérée comme étant sacrée. Cette région rurale dans la vallée de l'Hudson revêtirait-elle un caractère sacré? Tandis que certains chercheurs citent la présence d'un cimetière juif, il existe en périphérie de la ville un endroit potentiellement sacré qui n'a pas fini de rendre perplexes les chercheurs d'OVNI. Ce paysage de campagne bucolique semble ne rien avoir en commun avec les monuments antiques qu'on trouve en Europe. Mais des douzaines de constructions mystérieuses semblent suggérer que d'anciennes tribus considéraient cette terre comme hautement spirituelle il y a des centaines, voire des milliers d'années. Il y a dans cette zone plusieurs constructions en pierre très anciennes. On pense que certaines de ces structures pourraient dater d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. D'énigmatiques chambres en pierre sont érigées un peu partout à travers la vallée. Chez les historiens, le débat fait rage pour connaître les auteurs de ces édifices impressionnants. On a avancé qu'ils pouvaient être l'œuvre d'Amérindiens, mais les Algonquins avaient pour habitude d'utiliser le bois de la vallée comme matériau de construction. D'autres pensent que les caves étaient en fait des silos construits par les premiers colons européens. Mais un silo érigé en surface ne protège pas les légumes contre le gel. Alors pourquoi a-t-on construit ces salles ? Philippe Imbrogno, auteur de Celtic Mysteries, pense que les salles ont été construites par une colonie celte établie temporairement en Amérique du Nord. De plus, il pense que les Celtes avaient construit ces salles en suivant un schéma bien défini. Cette zone semble être visitée par des milliers d'ovnis. On est incapable de l'expliquer, sauf si on admet que l'organisation des lignes magnétiques autour du globe serait en quelque sorte des aimants à ovnis qui leur serviraient d'autoroute. L'emplacement des chambres par rapport aux étoiles semble correspondre à la position des monuments antiques d'Angleterre ou d'Irlande. Par ailleurs, les constructions en pierre et les monolithes jouaient un rôle important dans les croyances religieuses celtes. Même si on ne trouve pas deux salles parfaitement identiques, la plupart partagent certaines caractéristiques. Elles sont rectangulaires et d'une hauteur intérieure d'environ 1,80 m. Les salles font entre 3 et 4,50 m de profondeur et entre 1,80 m et 2 m de largeur. Les murs sont faits de pierres de taille moyenne, mais les pierres dont est composé le plafond peuvent atteindre 2 mètres de longueur et 60 cm d'épaisseur et de largeur. Tout comme à Stonehenge, elles semblent être alignées vers le soleil couchant lors du solstice d'hiver.
Alors, quel est le lien avec les ovnis? Je me suis intéressé à ces chambres dans le cadre de mes enquêtes sur les apparitions d'ovnis dans la vallée de l'Hudson. Des milliers de gens de tous milieux ont aperçu un énorme objet dans le ciel. J'ai reporté sur une carte les endroits où les ovnis s'étaient manifestés et j'ai noté quelque chose d'intéressant. Les observations n'étaient pas aléatoires, elles étaient concentrées dans certaines zones. Le premier endroit auquel on s'est intéressé était Lake Carmel dans l'État de New York. Lorsqu'on a suivi cette piste à la recherche d'indices, j'ai aperçu un obélisque comme celui-ci et une chambre. C'était très intéressant. Puis au deuxième endroit, on est encore tombé sur une chambre. Avec une pierre levée? Oui, et l'endroit suivant aussi. Au bout de la troisième ou quatrième fois, je me suis dit que c'était plus qu'une simple coïncidence. L'emplacement de ces chambres et de ces pierres avait un rapport avec la présence d'ovnis. Il y a un lien entre les deux. Selon Imbrogno, les observations d'ovnis dans la vallée de l'Hudson correspondent géographiquement aux mystérieuses constructions en pierre. Il semble exister une forte corrélation entre les chambres elles-mêmes, ou du moins l'endroit où elles sont construites, et les lieux d'observation d'ovnis. Ce ne sont pas que des spéculations. Il y a une corrélation directe entre les observations d'ovnis dans la vallée de l'Hudson et l'emplacement de ces chambres. La vallée de l'Hudson, Sedona en Arizona et Stonehenge en Angleterre sont tous des endroits sur la grille terrestre où l'énergie forme des vortex et où ceux-ci pourraient servir de portail potentiel vers d'autres univers ou d'autres dimensions. L'équipe en conclut que la région de Pine Bush peut être considérée comme un vortex d'ovnis. Lorsque Stonehenge, le site suivant, sera mis à l'épreuve, s'avérera-t-il être plus qu'une simple attraction touristique? Tout doucement, regardez ça, j'ai rien fait. Ces créateurs ont-ils puisé une énergie qui exerce encore aujourd'hui son pouvoir d'attraction? Stonehenge est l'un des sites préhistoriques les plus célèbres au monde. Il y a 5000 ans, un peuple inconnu s'est mis à ériger d'énormes pierres en les alignant avec le soleil et les étoiles. On pense que Stonehenge se trouve à l'intersection de plusieurs lignes de force et que la rencontre de ces lignes pourrait en théorie créer un vortex responsable des nombreuses et anormales apparitions observées dans la zone depuis très longtemps. Une longue liste de phénomènes inexplicables et la réputation d'être un lieu sacré conduisent l'équipe à conclure que 2 des 4 critères identifiant un vortex d'ovnis sont remplis. La plaine de Salisbury est le plus gros champ de manœuvre du Royaume-Uni, avec plus d'une douzaine de bases militaires à moins de 30 km de Stonehenge. D'ailleurs, durant le tournage, l'équipe ainsi que tout le site de Stonehenge ont souvent été secoués par les tests d'armement aux alentours. Le 3e critère propre à un vortex est donc rempli. L'équipe doit maintenant déterminer si la région semble présenter des signatures énergétiques anormales. Les célèbres pierres ne sont qu'une infime partie du complexe qu'est Stonehenge. La zone est encerclée de tumulus, d'anciens tertres funéraires. Les tumulus semblent être situés sur les mêmes champs énergétiques que Stonehenge, et les observations d'ovnis y sont aussi fréquentes. On est avec Kenneth Parsons qui va nous montrer une séquence vidéo de David Tickle datant de 1990, où des ovnis ont été filmés au-dessus des tumulus ici à Stonehenge. À des intervalles plus ou moins réguliers, un objet apparaît dans le ciel. Ça pourrait être un ovni ou être en rapport avec la présence d'énergie tellurique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'activité au-dessus de ces tumulus. Ça pourrait avoir un lien avec les lignes de force et les énergies terrestres. Le 7 mai 1990, le producteur de disques David Tickle fait une promenade en voiture à travers la plaine de Salisbury en direction de Guilford. À 15 h, il s'arrête à Stonehenge et filme les pierres et les tumulus avec une caméra vidéo analogique. À sa grande surprise, la caméra enregistre quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Des objets blancs apparaissent et disparaissent dans le ciel au-dessus d'un tertre. Au même moment, plusieurs objets noirs sur le tertre même semblent clignoter en synchronisme avec les objets dans le ciel.
Je pense qu'il est possible que l'apparition de ces objets soit en lien avec les lignes de force. Ils apparaissent tout près de Stonehenge, juste au-dessus des tertres. Ça pourrait bien être un ovni, et ça, une manifestation visuelle des énergies terrestres. Ces points noirs qu'on voit apparaître et disparaître sur le tertre. Les objets dans le ciel pourraient être des artefacts de la bande vidéo analogique. Des défauts apparaissant lorsqu'un objet très brillant dépasse les capacités de l'appareil et produit une fausse image. Mais cela n'explique pas les choses noires qu'on aperçoit sur le tertre, ni pourquoi les boules noires apparaissent et disparaissent en même temps que les objets blancs. Mais pourquoi est-ce que l'OVNI semble disparaître et réapparaître? Je ne comprends pas la raison de cette intermittence. C'est leur façon d'opérer. Ils semblent capables de passer d'une dimension à l'autre. Ils entrent et sortent de notre réalité. Vous dites que les ovnis ne sont pas attirés par cette région, mais plutôt qu'ils en émanent. C'est possible. Je les ai déjà vus être attirés vers ce site, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Enregistrer les énergies et les ovnis sur la même image, c'est extraordinaire. L'équipe est impressionnée par cette preuve vidéo, mais la piètre qualité de la bande analogique éveille des soupçons quant à l'authenticité de l'enregistrement. Tickle et Parsons, par contre, sont convaincus que cette vidéo est une preuve irréfutable de l'énergie tellurique et de la présence d'ovnis au-dessus de Stonehenge. Les ovnis semblent voyager le long des lignes de force en suivant la grille énergétique, comme si s'exerçait une sorte d'attraction. Mais dans le cas qui nous intéresse, l'ovni semblait clignoter au-dessus du tertre. Il apparaissait, disparaissait, un peu comme s'il voyageait entre plusieurs dimensions. Prête à examiner de plus près les célèbres pierres du complexe de Stonehenge, l'équipe rencontre Maria Whitley et Leslie Taylor. On a un accès spécial aux pierres, alors allons voir si on peut trouver une ligne de force. On prétend que des lignes énergétiques se rencontrent à Stonehenge. L'équipe va tenter de les révéler à l'aide de l'art ancien de la radiesthésie. Les radiesthésistes pensent que lorsqu'une personne sensible traverse une ligne de force, cela provoque des spasmes musculaires involontaires. En tenant une baguette ou une petite tige de métal, on décuple le mouvement qui devient de ce fait plus visible. La baguette n'a aucun pouvoir en elle-même. Elle n'agit que comme un indicateur des forces ressenties par le corps humain. Les lignes de force sont des lignes d'énergie tellurique. Et par le passé, on érigeait des sites comme Stonehenge sur ces lignes. Donc si on se tient ici et que je marche le long de l'herbe, ma baguette devrait traverser la ligne par là et environ 4 ou 5 pas plus loin. Ça équivaut à la largeur de la bande d'énergie qui traverse la pierre de l'autel. C'était la pièce centrale du monument. Et voilà, on a la première réaction. Et là, la deuxième réaction qui est parfaitement alignée avec cette pierre là-bas. Vous voulez essayer? Génial, avec plaisir. Maria affirme avoir découvert une des lignes d'énergie qui traverse Stonehenge. C'est maintenant au tour de Pat de tenter sa chance. Je marche. Et ça bouge. Elle ne s'est pas tournée complètement cette fois-ci. Elle pointe par là maintenant. Je vous jure que je ne fais absolument rien. Je marche très lentement. Regardez ça, j'ai rien fait. Regarde, c'est aligné avec cette Je pierre. ne fais absolument rien. Bravo. Bon boulot, Pat. Elle a vraiment bougé. Et à 2 reprises. Je dois admettre que ça m'a fait un drôle d'effet. C'était la première fois que je faisais ça et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais elle a bougé, alors il y a forcément quelque chose. Ted veut vérifier si Maria et Pat ont réagi à une sorte de champ magnétique. L'équipe parcourt à nouveau le chemin où la baguette avait réagi. Mais cette fois, Ted scanne la zone à l'aide d'un magnétomètre portatif. Celui-ci va indiquer la force et la direction du champ magnétique. C'est bon, stop. 0. Ce n'est peut-être pas un champ magnétique. C'est la seule conclusion possible, ce n'est pas un champ magnétique. Je ne détecte rien. Malgré le fait que le magnétomètre n'ait rien détecté, Maria et Pat ont tous deux identifié des lignes d'énergie. Je ne vois aucune réaction magnétique ici. Ted décide de changer un des paramètres clés du test afin de voir si la radiesthésie est réellement fiable.
il est renversé par les résultats. Ça m'a impressionné. Est-ce que cela pourrait prouver qu'il existe une énergie inconnue dans la campagne environnant Stonehenge? Est-ce cette même énergie mystérieuse qui ferait de Sedona, en Arizona, un épicentre d'observation d'OVNI? À Stonehenge, à l'aide d'une baguette de sourcier moderne, Pat et Maria ont détecté une ligne d'énergie invisible. Pour s'assurer que Pat ne tentait pas inconsciemment de répéter les réactions de Maria, Ted fait venir le stagiaire Jeff Tomlinson sur le site. Il lui bande les yeux et il lui fait suivre le même trajet. Jeff n'a pas été informé de la présence de lignes de force, ni des expériences de radiesthésie de Pat et Maria. Tout d'abord, il est arrivé sur le site. Il n'y avait jamais mis les pieds et on lui a bandé les yeux. Il lui était donc impossible de voir où il se trouvait sur le site. Et devinez quoi? La baguette a bougé 3 fois. On a refait l'expérience 3 fois de suite. Ça m'a impressionné. Parce que ce matin, j'étais plutôt sceptique vis-à-vis de la radiesthésiste. Maria est une professionnelle, donc elle n'est pas nécessairement impartiale. Je m'attendais à un tout autre résultat avec notre cobaye, à savoir quelqu'un qui n'est pas radiesthésiste. Même en ayant les yeux bandés et sans connaître la région, Jeff et sa baguette ont réagi aux mêmes endroits que pour Maria et Pat. Il y a un dernier élément qui me préoccupe. C'est le fait qu'on puisse manipuler la baguette, la faire bouger dans le sens voulu et la faire aller là ou là. Surtout quand on marche sur un terrain accidenté. Oui. On a donc développé ce système de pendule qui est suspendu verticalement en direction du sol. Ainsi, Jeff ne pouvait pas tourner sa main. Et figurez-vous que ça n'a pas marché. Intéressant. Et on a refait le test à 6 reprises. Lorsqu'on élimine l'intermédiaire humain, la baguette ne bouge pas. Cela prouve-t-il que les vortex énergétiques peuvent être détectés? Alors, en tant que scientifique, est-ce que tu crois que les lignes de force telluriques peuvent exister? Je suis ici en tant qu'observateur scientifique, objectif et impartial. Mais je dois admettre qu'après le premier test, j'étais plutôt emballé. On sait que les oiseaux migrateurs utilisent le champ magnétique terrestre comme outil de navigation. Alors l'idée que les êtres humains puissent détecter de l'énergie par le biais de moyens plus ou moins obscurs est tout à fait plausible. L'équipe pense que ces expériences confirment que le corps humain est capable de détecter les énergies telluriques. L'équipe conclut que Stonehenge répond aux 4 critères définissant un vortex d'OVNI. Mais en est-ce vraiment un? L'équipe rentre aux États-Unis afin d'évaluer si un des sites les plus déconcertants d'Amérique du Nord, celui de Sedona en Arizona, peut également aspirer au titre de vortex d'OVNI. La région de Sedona en Arizona, approximativement à 185 km au nord de Phoenix, est célèbre pour ses spectaculaires montagnes de roches rouges. Cette couleur provient de leur forte concentration en fer, qui, selon certains, peut agir en tant que puissant conducteur d'énergie magnétique et électrique. Est-ce pour cela que le passé de Sedona est chargé de phénomènes inexplicables? Selon l'équipe, la région de Sedona possède le plus haut taux d'observation d'OVNI par habitant des États-Unis. Sedona est un des grands épicentres d'OVNI. Les légendes et les histoires y sont florissantes. Les gens viennent spécialement à Sedona dans le but d'escalader des endroits magnifiques comme Bell Rock et visiter Castle Rock, où on raconte que les OVNI affluent régulièrement. L'équipe rencontre l'ufologue Chris O'Brien, qui a consacré des années à compiler une base de données des phénomènes anormaux locaux. C'est lui qui a élaboré la formulation des 4 critères définissant les vortex d'OVNI que l'équipe a utilisé comme principe de base pour son enquête. Très tôt, j'ai remarqué certains schémas d'activité et un grand nombre d'observations qui avaient lieu dans certaines zones bien précises de la vallée. Des gens signalaient d'étranges lumières, des globes, des boules de feu de toutes les couleurs, vertes, oranges, jaunes, rouges ou bleues. Toutes ces observations provenaient toujours des mêmes zones. J'ai commencé par me procurer une carte aérienne des champs magnétiques de la région qui indique les différents niveaux du champ magnétique terrestre. Cette carte géologique officielle montre clairement l'intensité des champs magnétiques dans la région de Sedona. Comme on le voit dans la légende à droite, les plus hauts niveaux sont représentés par le rouge, le magenta et le rose.
la puissance du champ magnétique des montagnes de Sedona est jusqu'à 500 fois plus élevée que celle de la région environnante. Il y a une concentration d'observations d'OVNI à cet endroit. Tout à fait, j'en ai recensé des milliers. Vous les avez indiqués géographiquement, sur un endroit précis de votre carte. Puis, en consultant une toute autre source d'information, à savoir les données gouvernementales concernant le champ magnétique, vous avez établi une corrélation. O'Brien a utilisé les 4 critères définissant les épicentres d'apparition d'OVNI au cours de ses recherches concernant les observations à Sedona. J'ai tenté d'établir les points communs entre toutes ces zones, et j'ai trouvé 4 éléments. Premièrement, on peut observer des anomalies géophysiques. Comme les gradients magnétiques. Il y a des légendes ou un aspect sacré associé à ces endroits. Ce sont des sites sacrés qui comptaient beaucoup pour les peuples indigènes. Il y a une base militaire ou une présence militaire ou gouvernementale à proximité. Et finalement, on y signale fréquemment la présence d'OVNI. Ici, la présence militaire est discrète mais bien réelle. Beaucoup de gens ont croisé des soldats en uniforme qui leur ont interdit l'accès à certains sites. Il y a 10 ans, l'Office national des forêts a secrètement acheté le ranch de Bradshaw, réputé pour être l'endroit où l'on avait signalé le plus grand nombre d'observations anormales dans la région. Le terrain a aussitôt été mis sous surveillance et les visiteurs se sont heurtés aux sentinelles. Pourquoi un petit ranch perdu deviendrait-il soudainement une zone sous haute surveillance? Plusieurs habitants de la région pensent que l'Office des forêts sert de couverture aux militaires. Afin de vérifier les affirmations selon lesquelles le ciel de Sedona recevrait régulièrement la visite d'extraterrestres, Ted et Jeff installent un appareil photo qui se déclenchera toute la nuit. Ils l'orientent en direction des montagnes, où des observations sont fréquemment rapportées. Bon, Jeff, on se trouve à proximité de Castle Rock. On le voit juste au-dessus de nous. On a installé 2 systèmes, une caméra et un appareil photo. Ce dernier est plutôt cool. Il est doté d'un temporisateur automatique. L'exposition est réglée à 60 secondes. Si on se fie aux témoignages, les gens qui ont observé des ovnis les ont rarement vus à l'œil nu. Ils utilisaient des appareils photo ou vidéo. Et c'est en regardant les résultats après coup qu'ils découvraient l'anomalie. J'espère qu'à l'aide de ces appareils, on aura une bonne partie de la nuit en images. On pourra ensuite visionner les deux demain, et si on a de la chance, on aura saisi quelque chose d'intéressant. L'appareil à temporisateur filme le ciel nocturne en quête d'anomalies. Et le lendemain matin, une surprise les attend. Est-ce un ovni traversant le ciel de Sedona? Sedona, en Arizona, est réputé pour être un des endroits les plus fréquentés du monde par les ovnis. Ted et Jeff ont installé 2 appareils braqués sur le ciel nocturne dans l'espoir de saisir un objet anormal. Je crois qu'on a de bonnes chances d'observer quelque chose. L'équipe rencontre un groupe d'habitants de Sedona qui affirment tous avoir été témoins de la présence d'un ovni ou d'une activité paranormale. J'ai aperçu un éclat de lumière et j'ai pris une série de 30 photos sur lesquelles on peut distinguer une boule rouge avec une traînée bleue. Vous avez l'impression que l'énergie est plus concentrée près des zones de vortex, ou est-ce un phénomène généralisé? C'est plus fort près des vortex. Mais même lorsqu'on s'éloigne des vortex et qu'on se trouve à Sedona, on ressent la présence d'énergie. J'ai vu un énorme objet de forme circulaire. Il s'est incliné vers moi et j'ai vu des lumières. Puis il s'est contracté de lui-même et a disparu. Est-il possible que ce témoin de Sedona ait vu un ovni semblable à celui que Bruce Cornett avait photographié au-dessus de la vallée de l'Hudson? J'ai vu un triangle noir gigantesque qui n'émettait aucun bruit. Et puis tout d'un coup, tac, il n'était plus là. Certains témoins pensent que l'énergie terrestre pourrait être responsable des lumières mystérieuses que l'on voit danser dans les montagnes de Sedona. J'ai vu 2 globes de lumière pourpre. Elles mesuraient environ 15 mètres de diamètre et je sentais qu'elles étaient vivantes. Au cours des dernières années, grâce à la prolifération des caméras numériques, Sedona se révèle être le théâtre d'une quantité beaucoup plus importante d'observations anormales qu'on ne le croyait. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais lorsqu'on installe une caméra et qu'on ralentit le déroulement des images, soudain on aperçoit des choses qu'on ne soupçonnait pas à vitesse réelle.
Lorsqu'on prend en considération la quantité d'expérience qu'on nous a rapportée, c'est renversant. C'est plus qu'un épicentre. C'est comme si l'essence même de Sedona était une sorte de portail interdimensionnel. La région est soumise à de puissants champs magnétiques, ce qui correspond au premier critère d'identification des vortex de Chris O'Brien. Des milliers de témoins de phénomènes étranges répondent à la deuxième exigence. Les indigènes pensaient que Sedona était un endroit sacré, et les dizaines de milliers de pèlerins qui viennent visiter l'endroit sont la preuve que cette croyance est toujours bien vivante. Enfin, l'achat mystérieux du ranch de Bradshaw, supposément par l'armée, répond au quatrième critère d'O'Brien. Mais si Sedona est effectivement un vortex d'OVNI, la caméra de l'équipe a-t-elle obtenu des preuves durant la nuit? Ce serait faire preuve d'un peu trop d'optimisme que de croire qu'on pourrait saisir un OVNI en plein vol après une seule nuit de tournage. Mais en examinant la pellicule le lendemain matin, Ted et Jeff se rendent compte qu'ils ont enregistré plusieurs légères anomalies. De mystérieuses lumières semblent se déplacer dans le ciel. Ted arrive à la conclusion que les lumières sont celles d'avions de ligne et rien d'autre. Il y a donc une explication logique à cette observation. Mais qu'en est-il des 120 rapports d'observation reçus par le Conseil national de recherche sur les OVNI les 12 derniers mois? On dirait vraiment que Sedona semble être un genre d'épicentre pour ce type d'activité et pour les observations étranges. Statistiquement parlant, on compte plus de témoignages ici que n'importe où ailleurs. Ça, on le sait. C'est un fait. Ce qu'on ne sait pas dépasse largement ce qu'on sait. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne possède pas une compréhension exhaustive de l'univers. Même l'étude de notre planète n'en est encore qu'à ses débuts. On peut accorder une certaine crédibilité au concept selon lequel il existe certaines voies conductrices qui, lorsqu'elles se rencontrent à certains endroits à la surface du globe, génèrent davantage de courant ou d'électricité dans ces endroits stratégiques. Ça pourrait éventuellement concorder avec ces vortex ou ces portails. On a fait beaucoup de découvertes, et chacune d'elles a été le fruit de l'approche scientifique qu'on s'est fixée depuis le début. Mais il y a tant de choses qu'on ne comprend toujours pas qu'on ne peut rien écarter. Il pourrait exister des forces qu'on n'a pas encore découvertes et donc qu'on ne prend pas encore en considération. Toutes les observations d'OVNI et les événements paranormaux dont on nous a fait part et qui ont eu lieu à ces différents endroits sont bien réels. Quelles que soient ces énergies telluriques et cette grille terrestre, ce sont des phénomènes qu'aucun instrument scientifique ne peut détecter et qui ne peuvent être mesurés que par des êtres humains. Il existe sur Terre des dizaines de sites associés à des phénomènes étranges et à des expériences inexplicables. Malgré les avancées en science et en technologie, on ressent souvent le même sentiment d'émerveillement et d'interrogation qu'éprouvaient nos ancêtres face à l'inconnu. Mais pour ce qui est de ces épicentres et de ces vortex, on pourrait bien avoir fait un pas vers la vérité. Car les critères établis permettent non seulement d'expliquer pourquoi ces zones Envoyés en mission d'interception, plusieurs pilotes de chasse se sont confrontés à l'inimaginable à plus de 30 000 pieds. De nombreux pilotes de l'armée de l'air ont reçu l'ordre d'abattre des ovnis.
Dans l'urgence, la riposte se devait d'être immédiate. Continuez de maintenir la propulsion. Quel risque y a-t-il à affronter un ennemi totalement inconnu qui n'a que faire des lois de la physique? Ces observations n'ont aucune explication logique. L'absence de preuves scientifiques irréfutables peut faire douter de la véracité de ces rapports. Quand on affirme quelque chose, il faut en apporter la preuve. Je n'ai encore jamais vu de preuve irréfutable à ce jour. S'agit-il réellement de rencontres avec des objets volants non identifiés ou bien de simples erreurs d'identification? Il s'est dit qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Certains cas demeurent cependant inexpliqués. Ils sont classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI? 20 mai 1957, dans le comté de Kent, en Angleterre. La tour de contrôle de cette base de la Royal Air Force capte un signal étrange sur l'écran radar. L'objet se déplaçait de façon très bizarre. Ces déplacements n'avaient rien de normal. 2 hommes sont envoyés en reconnaissance. L'un d'eux s'appelle Milton Torres, un pilote de l'US Air Force alors en poste au Royaume-Uni. Milton Torres a été pilote de chasse de 1951 à 1971, totalisant 267 missions durant la guerre du Vietnam. Mon père avait une vingtaine d'années. Ces gars-là étaient de vraies machines. Le fils de Milton, Geoffrey, tente depuis des années de comprendre ce qu'a vécu son père cette fameuse nuit. La tour de contrôle lui a ordonné de monter à 32 000 pieds et de mettre le cap sur Ipswich. Il a demandé plein pot? Oui, plein pot. Dans le jargon de l'armée de l'air, cela signifie à toute vitesse. Son chasseur F-86D pouvait alors facilement dépasser les 1100 km/h, soit pratiquement la vitesse du son. La guerre froide fait rage. Torres est envoyé intercepter un éventuel avion espion soviétique, voire pire, un bombardier. Les incursions soviétiques dans l'espace aérien allié étaient monnaie courante. La mission du F-86D consistait précisément à prévenir et mettre un terme à ce genre d'attaque. Avec une visibilité quasi nulle,
Certains endroits reçoivent plus de précipitations que d'autres. Certaines régions sont plus chaudes, plus froides ou plus venteuses. Mais il existe aussi des régions plus propices aux observations d'OVNI. Les conditions météorologiques extrêmes qui affectent certaines régions du monde peuvent aujourd'hui être expliquées grâce au progrès de la science dans ce domaine. Mais qu'en est-il des épicentres d'observation d'OVNI? Si les OVNI existent, une nouvelle théorie pourrait expliquer les conditions qui engendrent une prépondérance de manifestations à un endroit précis. Un de ces éléments pourrait venir de la Terre elle-même. Il se en point autour de la croûte terrestre. Il existe des endroits qui, du fait d'une plus grande concentration de différents effets et éléments, s'avèrent être d'excellents conducteurs. En théorie, ils pourraient se trouver sur les points de la grille indiquant les vortex. John place des ampoules électriques représentant Sedona, Stonehenge et la vallée de l'Hudson sur le globe métallique. Les ampoules ne sont pas reliées par des fils électriques. Elles sont simplement fixées au globe. Ceci représente les épicentres où se rencontrent certaines lignes de force. Tandis que John simule l'énergie générée par le mouvement du métal en fusion dans le noyau terrestre, les arcs électriques sont déviés vers les ampoules. De l'énergie tellurique émane-t-elle de vortex situés à des endroits spécifiques de la croûte terrestre? Et cela attire-t-il des ovnis? En plus de recevoir du courant électrique, est-ce que les sondes l'attirent de manière active? Elles sont reliées à la cage et le courant se dirige lui-même vers les sondes. Certaines régions exercent une plus grande attraction, tout comme certaines zones de la croûte terrestre sont de meilleures conductrices d'électricité. Le résultat, c'est qu'on obtient des champs magnétiques plus puissants. Afin d'enquêter sur les caractéristiques communes que partagent les épicentres d'observation d'OVNI, l'équipe commence son périple dans la vallée de l'Hudson. Nous sommes dans la vallée de l'Hudson dans le but d'enquêter sur la grille des forces terrestres. La vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, est l'un des endroits où les lignes d'énergie tellurique se rencontrent et forment un vortex. Des milliers de témoins ont encore en mémoire les événements passés. La théorie qui suggère l'existence d'une grille terrestre pourrait fournir des indices qui permettraient de découvrir pourquoi cette zone est un vortex. Selon la théorie, les vortex auraient en commun 4 caractéristiques principales. Premièrement, la région est considérée comme étant sacrée ou bénie, et on y trouve souvent des monuments antiques ou des... Peu que la Terre libère d'énormes quantités d'énergie par paquet. Et les extraterrestres savent peut-être comment s'en servir. Ça pourrait expliquer l'existence de ces épicentres ainsi que les causes d'un surplus d'observation d'OVNI dans certaines régions. Des chercheurs réputés ont avancé qu'il existait des lignes de force qui formaient une sorte de grille autour du globe terrestre. C'est une grille terrestre formée d'une certaine énergie tellurique. Qu'elle soit magnétique ou électrique, elle attire les ovnis. À l'emplacement des lignes de force et de la grille terrestre, et tout particulièrement au point où ces lignes se croisent, on trouve ce qu'on appelle des vortex. Les bois sombres et sinistres de la vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, ont inspiré les légendes du cavalier sans tête et de Rip Van Winkle. Le mystère qui les entoure est toujours aussi présent de nos jours, mais une composante extraterrestre vient s'y ajouter. Le 25 juin 1962, des boules de lumière sont aperçues dans le ciel d'Ossining, causant une panne des véhicules qu'elles survolent. Le 15 juin 1963, un immense vaisseau passe silencieusement au-dessus de Newburgh. Le 31 décembre 1981, on assiste à la naissance du plus mystérieux vortex de tous les temps, lorsque des milliers de personnes signalent la présence d'un objet très étrange dans le ciel. Tout commence lorsqu'un policier à la retraite, habitant à Kent, dans l'État de New York, sort prendre l'air dans son jardin. Un amas de lumière rouge, verte et blanche attire son attention. Il se dit qu'il s'agit d'hélicoptères volant en formation et remarque qu'ils viennent du sud et se dirigent vers lui. Tandis que les lumières se rapprochent, il est étonné de constater qu'il ne s'agit pas d'hélicoptères, mais d'un immense vaisseau en forme de V avec des lumières colorées sur les côtés qui survolent sa maison. Et lorsqu'il passe au-dessus de lui, celui-ci temple. Deuxièmement, on détecte un champ énergétique dans les environs qui se distingue du champ environnant. Troisièmement,
On y rapporte régulièrement et de façon continue des observations d'OVNI ou d'autres expériences anormales. Et quatrièmement, on trouve toujours une base militaire à proximité. Pine Bush se trouve à environ 100 km au nord de New York. Bruce Cornett, docteur en géologie, se consacre à la photographie et à la documentation d'un étrange vaisseau qui survole cette région depuis plus de 16 ans. Les recherches du docteur Cornett l'ont mené à croire que le point central de ce phénomène serait le cimetière de Bess Hillel, situé sur l'autoroute 52, à approximativement 5,5 km au sud-est de Pine Bush. La zone semble générer des impulsions magnétiques si intenses qu'elles perturbent les instruments aéronautiques. Ce site peut-il être qualifié de vortex? Serait-il responsable des événements anormaux dans la région? C'est dans cette région que tout a commencé en 1992. J'ai découvert qu'il s'agissait d'une zone intéressante, juste à côté de chez moi. Comment en êtes-vous venu à associer les observations d'augmentation, ou plutôt d'écart d'émanation magnétique, aux observations d'OVNI? Voici une carte que j'ai établie à partir de 1800 stations de données et qui indique la géologie de la région. Si vous regardez bien, vous allez voir au centre une quantité d'anomalies ovales. Oui, je vois. Et lorsqu'on reporte les activités anormales qui se sont produites dans la vallée à l'aide de ces cercles jaunes numérotés, on voit qu'elles correspondent à ces anomalies magnétiques. Le graphique semble démontrer une corrélation directe entre les zones hautement magnétiques et l'apparition de lumière ou d'objets étranges dans le ciel, y compris les nombreuses observations signalées entre 1981 et mai un bourdonnement. Au cours des 5 années suivantes, cet objet se manifeste régulièrement dans la région. Le 24 mars 1983, des centaines de personnes aperçoivent un gigantesque boomerang équipé de 18 lumières et avançant lentement parallèlement à l'autoroute de Taconic. Les témoins qui sortent de leur voiture pour mieux voir le vaisseau remarquent tous la même chose. Lorsqu'il passe au-dessus d'eux, l'appareil émet un bourdonnement qui ne ressemble au bruit d'aucun engin volant connu. Le standard de la police de Peekskill et de Yorktown est submergé d'appels au sujet d'un gigantesque vaisseau en forme de V survolant lentement la région. On le signalera régulièrement pendant les 5 années suivantes. À la fin de cette période, en 1986, plus de 5000 témoignages concernant l'étrange vaisseau ont été enregistrés. Quelle pourrait bien être l'origine de ce type d'activité dans la vallée de l'Hudson ou dans les autres épicentres d'observation d'OVNI? Une des hypothèses pour répondre à ces questions se base sur le fonctionnement même de la Terre. Le noyau de la Terre génère une énorme quantité d'électricité. Les irrégularités dans la croûte terrestre font que certaines régions sont susceptibles de libérer de plus grandes quantités d'énergie. On a avancé l'hypothèse que certains monuments antiques ont été érigés sur ces zones sensibles, et qu'en les reliant à l'aide de lignes droites, appelées lignes de force, on pouvait établir une grille terrestre. Avant d'aller enquêter dans la vallée de l'Hudson, à Stonehenge et à Sedona, l'équipe visite le laboratoire de l'expérimentateur John Tyndall. Il va tenter de démontrer comment l'énorme quantité d'énergie générée par le noyau terrestre en fusion peut émerger à la surface de notre planète à certains endroits spécifiques qu'on pourrait appeler des vortex. La Terre est comparable à une dynamo géante. Elle produit de l'électricité à l'intérieur et la résistance électrique varie d'un endroit à l'autre de la croûte terrestre. On peut donc imaginer qu'à différents